La vie d'artiste, Stéphane Fumière. Bonjour et bienvenue dans La vie d'artiste sur RCF Bruxelles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Peter. Peter, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue dans La vie d'artiste. On reviendra sur votre musique tout au long de cette émission de La vie d'artiste. Nous allons partager avec vous votre vie d'artiste avec les musiques et les chansons qui parlent de votre parcours de l'enfance à aujourd'hui. Et la première question de cette vie d'artiste, elle est très simple, c'est est-ce que votre vie d'artiste a rejoint votre rêve d'enfant ? Je sais pas si je voulais être artiste enfant. Je pense que oui. Ouais, je pense que je regardais beaucoup de films. Après, je pense que je voulais être John McClane dans Die Hard. Un jour, je me rends compte que je voulais pas être un policier. Je voulais jouer quelque chose. Je voulais jouer un rôle dans la vie. Alors, ça a paru tard, mais oui, en fait, disons à l'adolescence, ce rêve-là commençait à se cristalliser. Au début, je voulais être un cinéaste et je m'imaginais quitter le Québec et faire des films dans le monde, et la poésie m'a amené à faire de la musique ensuite, et oui, absolument, en fait, j'ai toujours rêvé de partir de chez moi et de fuir chez moi, même si c'est pas parce que je déteste chez moi, mais de prendre conscience qu'il y avait un monde si grand à visiter et de m'établir ailleurs, oui, et d'être entendu ailleurs. Je suis très content que ma musique ait pu être véhiculée jusqu'en Europe et que ça ait plu suffisamment pour que je puisse rester ici, oui. Comment se passait votre enfance au Canada ? Mon enfance, je viens d'une famille monoparentale, voilà. J'ai été élevé exclusivement par ma mère, et voilà, on est déménagé de petites villes en plus grandes villes, c'est-à-dire je suis né à Chicoutimi, ensuite on est déménagé dans la capitale du Québec qui s'appelle Québec, et ensuite à Montréal, et on a beaucoup déménagé. On vient d'un milieu assez modeste, très 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 modeste, je dirais aussi. On a bien galéré. Alors ouais, je pense que je me suis réfugié au début dans le cinéma, dans des films d'action, voilà. Ça a été ma première relation avec l'art, un peu. J'étais fanatique, même obsédé par les films, et je reprenais des scènes de films que je faisais à ma mère et je faisais rire ma mère. Ça a été mon premier public. Alors ça a été une enfance assez créative. En tant qu'enfant unique, forcément on est appelé à s'imaginer beaucoup d'amis autour, et je jouais seul avec un pistolet par exemple, et je me promenais et je me faisais des scènes, quoi. Ça m'a obligé à développer une certaine créativité et fabulation et tout ça. Et quelle était votre première émotion justement musicale ? Première émotion musicale, je me souviens bizarrement avoir vu Rock Voisine. Je sais pas si vous l'avez connu en Belgique, je sais qu'il marche un peu en France. Okay. Je me souviens l'avoir vu, et avec le recul, je sais même pas si c'était vraiment lui ou un mec qui chantait une chanson de Rock Voisine dans un parking de centre commercial. Mais je me souviens avoir vu un mec qui était là. Les gens disaient ça devait être lui, parce que les gens disaient il y a un chanteur qui est là en ville à Chicoutimi, et les gens s'agglutinaient autour, et c'était un événement. Les gens disaient Rock Voisine est là, Rock Voisine ou quelque chose, ou tel chanteur. Mais en tout cas, je me souviens qu'il a chanté Hélène. Alors ça devait être vraiment Rock Voisine, mais le souvenir me vient tellement de loin, et j'ai vu le mec chanter et les gens vraiment être émus. J'avoue que ça m'a piqué ma curiosité. Je me suis dit, pourquoi tout le monde veut voir ce mec-là chanter? Je comprends pas. Mais, ouais. On va parler un petit peu de votre actualité. Vous venez de sortir un 3e album. Quatrième, je pense. J'hésitais entre 3 et 4. C'est le 3e en Europe. Le premier disque est sorti en 2011. J'ai sorti une version améliorée de La Tristesse en 2012. C'est ça, ouais. Et les trucs se sont enchaînés, et on n'a pas vraiment eu le temps de sortir le premier disque, qui a de bonnes chansons, mais qui n'a pas eu un succès. Il y a eu un succès d'estime, mais pas commercial, disons, et une version améliorée de La Tristesse lui a un peu volé la vedette, et c'est avec ce disque-là que je suis arrivé en Europe. Donc ce disque-ci, cet album s'appelle Super Comédie. Je vous propose pour découvrir votre univers, d'écouter un extrait, et j'ai choisi Conversation. Ok. C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière.
menés ici furent spectaculaires. Répète la question. Je vaguais encore à 100 000 autres choses. Moi de te répondre sans réfléchir par des images. Que je me sens comme l'Atlantique coincé dans un coquillage. Mes secrets m'échappent. Conversation. Je m'invite chez toi. Conversation. Ne me demande plus comment je dors. Tu le sais, c'est évident. Moi de te répondre sans réfléchir par des images. Que je cherche le chemin vers la sortie de l'hôpital. Moi de me confondre dans la folie, c'est normal. Je me fais à l'idée de faire partie que du paysage. Mes secrets m'échappent. Conversation. Je m'invite chez toi. Conversation. Voilà, donc c'était Conversation avec Peter, extrait de l'album Super Comédie. Peter, quelle situation évoque chez vous cette chanson ? Ça traite en fait de mes rendez-vous chez le psy, carrément. J'en ai eu besoin, j'en ai encore besoin. Parfois je me dis tout va bien et quand je sens l'anxiété revenir, je book sur Doctolib
sur une application et je book chez le psy. Ça parle de ça, en fait. Ça parle de se livrer à quelqu'un qu'on connaît pas. Et pour moi, pendant l'album, c'est arrivé. C'était une première pour moi. C'est un peu un exercice aussi à la radio, se livre aussi à des gens qu'on connaît pas. Oui, exactement. Ouais, exactement. Je me livre et au final, pour une personne plutôt timide, j'ai pas trop de problème à parler de ma vie privée. Mais après, je suis pas le mec qui poste tout sur Instagram, mais non, de parler à un psy, ça m'a aidé et ça m'a permis d'écrire cette chanson-là et voilà. De toute façon, j'essaie toujours de faire la musique un peu pour les gens qui ont besoin d'écouter la musique, pas juste les gens qui écoutent la musique pour écouter de la musique, mais les gens qui ont besoin de sentiments dans leur vie. Alors ouais, c'est chez le psy. Ouais, je me suis révélé beaucoup et ça m'a permis de faire la paix avec plein de choses et j'espère que la chanson elle-même peut aider les gens à se livrer à des gens à travers la conversation, de pas rester coincé à l'intérieur de vous-même. En tout cas, ceux qui écoutent, c'est pas toujours bien de rester coincé à l'intérieur de soi-même. Quelles sont les paroles qui vous touchent dans cette chanson? Quelles sont les paroles justement qui vous ont mis en éveil? Il y a plein, et franchement, les images sont assez fortes dans cette chanson-là. Je pourrais dire que, évidemment, les gens ont beaucoup repris la phrase je me sens comme l'Atlantique coincé dans un coquillage. Oui, c'est une image, je pense, qui est forte et qui représente un peu ma dualité entre vivre en Europe et le Canada. Voilà, l'Atlantique qui nous sépare. Et de sentir que j'ai un flot intérieur qui m'habite, qui a besoin à un certain moment de sortir. J'ai besoin de l'extirper de l'intérieur de moi. Sinon, des phrases comme je me fais à l'idée de ne faire partie que du paysage, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend en vieillissant, je pense, parce que je pense que au début, on est conditionné par la société un peu à essayer de faire le mieux de nous-mêmes et à créer quelque chose, à atteindre quelque chose le succès ou n'importe quelle forme. Et à un moment, on vieillit, on se rend compte que ce truc-là appartient un peu plus à la jeunesse. Et on devient de moins en moins protagoniste, on devient second rôle ou quelque chose. Et de se dire que nos angoisses existentielles ne concernent pas nécessairement la planète et que voilà, on ne fait que décorer le paysage, quoi. Ouais. Quel était le point de départ de ce nouvel album et dans quel état d'esprit étiez-vous pour le créer? J'ai eu envie de pas faire Noir Eden. Noir Eden qui était un album qui était plus pop, j'ai eu beaucoup de mal à faire le disque parce que c'est un peu un disque que je me suis dit pourquoi j'essaierais pas de faire un album qui est pas moi, en fait. Et c'est un exercice intéressant aussi. Je pense qu'il faut le faire à un certain moment en tant qu'artiste parce qu'on se fait toujours dire oui, mais toi tu pourrais être une pop star ou tout ça. Alors j'ai eu beaucoup d'insécurité avec ce disque-là, à vouloir plaire et tout ça. Et c'est un peu le côté un peu pervers de la pop, mais je me suis prêté au jeu et bon, je l'ai fait un disque et après j'avais envie de faire un peu l'inverse. J'avais envie de faire un disque qui était aucunement destiné à être commercial, qui était destiné à toucher les gens. Il y a certaines institutions dans le sens que en culture maintenant le marché c'est pour beaucoup et si tu fais pas quelque chose qui est dans la demande, c'est un peu oui, on nous parle de suicide commercial. Alors j'ai eu envie de le faire, ce risque-là et de vivre avec, et je suis très heureux du disque parce que j'ai réussi à faire quelque chose de combiner tout ce que j'avais envie, c'est-à-dire de mettre de la guitare qui est un instrument qui est en voie d'extinction aujourd'hui, qui est de moins en moins utilisé. Alors ouais, j'avais envie de faire complètement ce qui me tentait et de pas écouter les angoisses et les insécurités de l'industrie. Vos textes sont très poétiques. Qu'est-ce qui vous fascine justement dans l'écriture de vos chansons? Qu'est-ce qui me fascine dans l'écriture de mes chansons? En fait, à quel point je peux avoir l'impression de livrer quelque chose de très transparent et de me faire dire que c'est assez crypté au final. Et ça, je suis assez content parce que pour moi, c'est transparent ce que je dis parce que je livre dans chaque chanson une grosse part de vérité. Mmh. C'est rare que je change la couleur des cheveux de la personne dont je parle il y a un peu de fabulation, j'extrapole, mais quand même, je suis surtout aussi content d'être constamment nourri quand même par de nouvelles images, même si je parle d'amour dans certaines chansons, de pas reparler de l'amour nécessairement de la même façon.
je suis content de trouver encore quelque chose à dire et voilà, alors que je prémédite rien en réalité, j'ai pas vraiment de parcours précis quand je commence à écrire un album. Et ça me fascine de savoir comment ça continue à évoluer sans que je dise là je vais faire un album exactement, je vais écrire une chanson sur tel sujet. Les sujets viennent à moi encore et je suis heureux. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous justement à travers vos 3 albums? Une belle évolution, je suppose aussi, qui s'est fait intérieurement ou personnellement. J'ai appris en tout cas. La découverte, ça a été la production. Au début, ça m'intéressait pas nécessairement parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'éléments et je me disais que j'allais écrire, à apprendre à être producteur, j'allais écrire moins de chansons. Et au final, c'est vrai un peu parce que c'est un peu plus de travail. J'ai appris à produire. J'ai appris que mes maquettes, il faut que j'en sois content maintenant parce que si je travaille avec un co-réalisateur, il va forcément s'attacher à la maquette. Et alors, si ma maquette, elle est pas bonne, il y a un truc qui se cristallise déjà là et ça part, ça commence... ça commence pas bien pour construire, c'est pas le bon départ. Alors maintenant, je mets beaucoup de temps sur la production et je gagne en confiance en fait. Cet album-là, je l'ai beaucoup produit par moi-même. Après, je suis allé chercher des collaborateurs, mais le plus gros, au final, c'est drôle, mais la plupart des bons trucs se sont faits chez moi ou même... Voilà, je mets toujours quelque chose à disposition. J'ai trimballé avec moi le micro dans lequel je parle, bizarrement, c'est un M88. C'est le même micro que j'ai amené à Cuba dans un resort parce que je suis allé là avec ma copine pour un mariage et j'ai fait la voix d'Extraordinaire là-bas. Et voilà, j'ai appris que ma solitude peut être utilisée partout, en fait, et je peux être créatif partout, en fait, et ça vaut la peine, en fait. Comment s'appelait votre première création musicale où justement la musique a rejoint le texte et qu'est-ce que ça représentait pour vous à ce moment-là? La première, je dirais que la première c'est à l'adolescence, mais c'était pour déconner en fait. C'était sur un clavier qui avait un clavier avec des banques de chansons déjà, des mélodies déjà écrites et j'avais écrit une chanson qui s'appelait L'Ambulance et je mettais des sons d'ambulance parce que j'avais un son d'ambulance sur le truc et ça faisait pam 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 pam. Et voilà, c'était assez drôle en fait. Je me souviens que la première chanson que j'ai écrite comme ça a fait rire les gens et ils voulaient que je la refasse parce que ça faisait juste pas de sens quoi. Mais j'ai vu que oui, encore là, j'ai vu que ça captait l'attention des gens et ça m'a fasciné. Sinon, j'ai eu beaucoup de chansons que, comme tout le monde, mes débuts n'ont pas nécessairement été bons, quoi. Quand je me suis mis à être sérieux dans ce que je faisais, c'était un peu... ça a pris un moment avant d'être mûr. J'ai écrit des trucs horribles aujourd'hui que je voudrais pas qu'on l'entende. Et voilà, je pense que la première vraiment chanson phare que j'ai écrite, que je me suis dit, ouais, je pense que je suis un artiste, je pense que ça a été Tergiverse, qui a été une chanson du premier album qu'on a mis en extra en Europe sur une version améliorée de la tristesse pour faire connaître cette chanson-là parce que c'est une bonne chanson, je pense. Et ça a été vraiment la première chanson où je me suis pris au sérieux. Je me suis dit, OK, je suis pas qu'un poète qui essaie de chanter. Je peux écrire des chansons. Est-ce que vous vous rappelez d'un souvenir où vous avez dû surmonter quelque chose de difficile et d'en retirer justement quelque chose de meilleur de vous-même? Je pense que chaque jour où je réussis à apprendre de mes erreurs, oui, il y a quelque chose de bien qui en émerge. Je pense que en ce moment, plus je vieillis, plus je me rends compte que je suis anxieux avec la maladie, des trucs comme ça, et je pense que j'ai appris à apprécier un peu la vie, et même dans mes moments de noirceur, maintenant, j'ai l'impression d'avoir un truc qui me dit je suis heureux d'être là, et franchement, j'ai une certaine gratitude envers les choses un peu plus qu'avant. Avant, j'étais un peu plus pessimiste dans les trucs. Mais maintenant, je le suis encore. Dans certaines mesures, j'ai l'impression d'avoir appris à avoir une gratitude envers ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit comment évolue la société. Si vous deviez défendre une cause, laquelle serait-elle? Une cause, ce serait... il y a beaucoup de causes. C'est sûr que toutes les causes qui sont en ce moment d'actualité, je les cautionne à peu près toutes. C'est-à-dire, autant le genre féminin que
que les Noirs, que voilà, que certaines minorités qui se sentent oppressées par une majorité qui est au pouvoir et tout. J'ai de la difficulté, très honnêtement, en choisir une. Je pense que ma cause pour moi, c'est la justice économique et le minimum garanti. Parce que pour moi, les tensions sociales et tout ce qui est les gros clivages de société, ça vient quand même du fait que l'argent est injustement distribué et ça crée toutes les tensions dans le monde. Je trouve que c'est un vrai problème. Parfois, on s'y attaque pas assez, mais c'est injuste, en fait, d'avoir vu la chute un peu du socialisme et tous ces concepts-là qui étaient menés et qui sont très humanistes, et de savoir que l'argent les a corrompus et les a transformés, les a fini par les faire tomber. On les voit tomber jour à jour et... Je pense que ma cause pour moi, c'est déjà, je viens d'un milieu très, très pauvre et je trouve ça injuste, voilà, que ce rêve-là, qu'il y a eu beaucoup de cynisme par rapport à ça et quand on parle de la gauche et de tout ça, que c'est quelque chose qui en pratique ne fonctionne pas. Rien en pratique est parfait de toute façon. Et je pense que ce serait, si je choisis une cause, ce serait de lutter un peu contre le capitalisme et l'environnement néolibéral dans lequel on vit et dans lequel on a peur de retourner vers des trucs progressistes parce qu'on se dit que ça fonctionne pas, mais ça fonctionne pas parce qu'il y a des gens qui le sabotent. Vers quoi va évoluer votre style musical ? Est-ce que vous avez déjà une vision de vers quoi vous allez aller ? J'ai toujours beaucoup de pistes. Le problème, c'est que souvent, elles changent de semaine en semaine. Autant j'ai envie de faire un album hyper guitare-voix, autant j'ai envie de retourner vers de l'électronique, mais cette fois-là pure électronique, c'est-à-dire vraiment tout faire avec les synthés que j'ai chez moi, les boîtes à rythme, aucun vrai instrument. Je l'ai jamais fait jusqu'au bout, ça. J'ai toujours intégré des vraies batteries. Là, j'aimerais faire quelque chose d'assez minimaliste comme ça, ou vraiment minimaliste guitare-voix. Mais je sais que le minimalisme, ça m'intéresse, je pense. Justement, comment se déroule le processus créatif de vos chansons ? Est-ce que vous commencez justement par un instrument et ensuite vient les paroles ? La plupart du temps. Je dirais que 90% du temps, je fais des mélodies sur lesquelles je finis par poser des textes, mais parfois j'ai des titres qui apparaissent comme Super Comédie. C'est apparu avant la chanson. J'ai essayé d'écrire des chansons qui s'appelaient Super Comédie et au final, c'est même chose pour les maris ont disparu. C'est une phrase que j'avais entendue dans un mariage quand des mariés s'étaient levés et avaient quitté la table et quelqu'un avait dit « les maris ont disparu ». J'ai trouvé ça magnifique et je me suis dit « il faut que j'écrive une chanson ». Ça arrive parfois que le thème est plus fort est tellement fort, une phrase est tellement forte que j'écris à partir de ça. Ça a été le cas pour une version améliorée de La Tristesse, par exemple, aussi. Et Noir Eden, je savais pas... Non, c'est faux. Noir Eden, en fait, c'est apparu par la musique. Mais le terme Noir Eden est sorti de nulle part, c'est vrai. J'ai me souvenir. Mais oui, en général, c'est vraiment... Je fais des loops de 8 bars, comme beaucoup de gens, devant mon ordinateur. Ça loop. Et je fais un yaourt dessus et il y a des paroles qui sortent et sans que je me dise je vais parler d'un truc, souvent, ça va de soi. Est-ce qu'il y a des références musicales qui vous accompagnent ? Oui, il y en a plusieurs. Je pense que même il y a des artistes que je suis en vieillissant... notamment Destroyer j'ai l'impression que c'est un peu un gourou pour moi, très honnêtement. S'il y en a un à citer, ce serait lui. C'est un artiste canadien de Vancouver qui a fait des albums complètement casse-gueule avec que des sons MIDI au début des années 2000. Lui, il a dû s'en faire parler de suicide commercial et ça l'a pas arrêté. Il a fait après, évidemment, il y a son album Capote qui a bien fonctionné en 2011. Et il continue à se réinventer. Maintenant, il est dans la quarantaine et il continue à faire des trucs et il se courbe pas il courbe pas les chines pour le marché. Il fait son truc. Et c'est un peu ce qui est arrivé là en ce moment. C'est ce que j'ai réalisé dans ma vie. Tu vois, là maintenant, je suis dans la mi-trentaine et j'ai réalisé que j'ai envie de plus faire quelque chose pour ce qu'on attend de moi, mais de faire ce que j'ai envie, en fait. Peter, comment est-ce que ça se décline sur scène ? Quelles sont vos envies de scène ? Ben là, mes envies de scène sont évidemment altérées. Les envies ne le sont pas, mais la réalité va faire que là, on va être deux. Mais Super Comédie, c'était un album que je savais que le live serait fort et excellent. Et
pas très différent de ce qui se fait en ce moment. Il y a beaucoup de la culture ordinateur. Je voulais que ça soit bien joué, mais que l'ordinateur, que ce soit pas un tabou, qu'il puisse faire partie de l'équipe. Mais là, j'ai joué hier sur France Inter sur un plateau avec le vrai band. Et c'était exactement comme dans mes aspirations. On a joué, il véhicule beaucoup d'émotions et je joue de la guitare. J'ai repris la guitare sur cet album-là. Et voilà, c'est quelque chose de plus organique que l'album précédent et quelque chose de complètement assumé. Et j'ai l'impression que je suis meilleur que jamais à jouer de la guitare et chanter. Et c'est ce que j'avais envie de faire. Et je vais quand même le faire, mais en formule réduite pour les prochains mois. Parce que voilà, la situation sanitaire nous oblige à ça et l'album vient de sortir, alors je vais pas que faire les promos en ben et rester chez moi le reste du temps. Alors j'ai accepté de faire une tournée à 2 pour l'instant, mais de jouer beaucoup de chansons de mon répertoire. Ce sera pas que Super Comédie, ça va être en attendant un peu Super Comédie, quelques pièces, mais vraiment tout mon catalogue. Est-ce que le support musical pour un artiste est encore important ? Tout pour l'instant se dématérialise. Est-ce que c'est encore important? C'est étrange, ouais. C'est un peu étrange parce que je l'attends encore. Je l'ai même pas moi-même l'album. Là. Alors oui, là, il sort demain. Voilà. Mais en fait, ouais, est-ce que le support matériel, de ma génération, en tout cas, oui, il va toujours être là pour moi. C'est ça qui est étrange. Je pourrais pas m'adapter. Il me faut que j'ai quelque chose dans mes mains. Je peux pas me dire que j'écris juste des chansons pour qu'ils soient numérisés. Il faut que ça reste dans mes mains, il faut que je vois une trace. De juste m'imaginer qu'on conceptualise plus une pochette, ça me rend fou, quoi, dans le sens que j'ai toujours trouvé ça magnifique comme œuvre, que j'ai envie que ça reste, mais c'est vrai que c'est bizarre de savoir qu'il y a encore des magasins. Je veux pas être hypocrite non plus, j'ai rien pour lire des CD. Et bon, je me suis fait prêter une platine vinyle par un ami pour que je puisse écouter mes tests pressing, pour que je puisse approuver mes vinyles. Mais c'est sûr que c'est absurde, hein. C'est absurde, mais j'y crois encore. J'ai besoin de ça quand même. Ouais. On termine souvent cette émission avec des questions bizarres et étranges. Justement, est-ce que vous avez une habitude bizarre ou étrange? Ah, j'en ai des centaines d'habitudes bizarres et étranges. Lesquelles peuvent être dites à la radio, je sais pas. Qu'est-ce que c'est mes habitudes étranges? Franchement, j'ai rien qui me vient. Je mange des trucs bizarres, je pense. Je me dis, parfois je me pose des questions. Par exemple, je mange beaucoup de tahini, du beurre de sésame, mais j'en mets à peu près sur tout. Et parfois je me dis, est-ce que je suis le seul à manger? Je me pose la question à Paris, est-ce que je suis la personne qui mange le plus de tahini, par exemple? Ah ouais, je ne sais pas. Je sais pas, mais c'est très spécifique, vous voyez. Et je m'interroge souvent sur des trucs un peu... je suis un peu... En fait, j'ai beaucoup de temps libre entre les albums et tout. Alors, parfois, on peut me voir sur la rue et je m'arrête dans le coin de rue et je sais pas où je vais, en fait. Et je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça. Je sais juste pas... Qu'est-ce que je fais? Je vais au resto ou je vais chez moi? Qu'est-ce que je fais? Et parfois, je me rends compte que je suis arrêté au coin de la rue, que je suis là peut-être depuis 5-6 minutes et je me dis, si quelqu'un me voit, qu'est-ce qu'il pense que je fais? Parce qu'on est tous guidés un peu, surtout aujourd'hui avec nos téléphones. Ils savent notre traçabilité. Ils savent qu'on a un itinéraire précis. Ils peuvent prévoir. Je me demande toujours, comme s'il y a un office gouvernemental qui me surveille, ils doivent se dire, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont en train de faire une étude sur une nouvelle géolocalisation. Exactement, ouais. Je fuck l'algorithme. Tout à fait. Alors, si on était dans votre tête, qu'est-ce que nous pourrions souvent entendre? Je pense que si on était dans ma tête, qu'est-ce qu'on pourrait... je pense que ce serait... je pense que ce serait quelque chose du genre... Est-ce que les choses vont s'améliorer? Je pense que j'espère toujours que les choses soient mieux le lendemain. Je sais pas. Je pense que je suis anxieux sur l'avenir. Fait que je pense que j'aimerais pas que les gens soient dans ma tête. Parfois, c'est épuisant, très honnêtement. J'ai beaucoup de... Je veux trop savoir de l'avenir, en fait. Et je me pose beaucoup de questions à savoir... Est-ce que demain va suffire? Est-ce que demain va suffire? Est-ce que les choses vont vraiment tourner bien pour moi? Surtout, en ce moment, c'est un peu ralenti dans le sens que je me pose moins de questions sur l'avenir, mais beaucoup de questions sur l'avenir, en fait. Je pense que les gens en auraient marre d'être dans ma tête. Je leur souhaite pas. Quel serait le meilleur endroit pour écouter votre musique?
Meilleur endroit pour écouter. Je me suis fait dire aujourd'hui que dans une bagnole, c'est pas mal. C'est un des seuls endroits que je l'ai pas écouté. Ouais, je serais curieux en fait dans un road trip. S'il y a des gens qui entendent et qui font un road trip, essayer d'écouter l'album. Et je serais curieux en fait. J'aimerais bien que les gens fassent un road trip en écoutant mon disque. C'est cool. Qu'est-ce que personne d'autre ne sait sur vous et que vous avez envie de dévoiler là maintenant? Pardon, je mets du temps. Qu'est-ce que personne sait? Je pense que je suis plus sympathique que j'en ai l'air, j'aimerais le dire, quoi. Mais les gens, je pense qu'ils ont toujours pensé que j'avais un truc antipathique, mais si ça peut aider, je pense que je peux dire ça. C'est peut-être le personnage par rapport aux chansons qui fait ça. Oui, exactement. Et en fait, je suis quelqu'un qui est plein d'humour. Je pense que j'aimerais que les gens sachent que je suis plein d'humour parce que que j'aime parler et alors que je suis concrètement je suis un peu un ambassadeur de la mélancolie et des trucs sombres, mais je suis quelqu'un avec beaucoup d'humour, je pense. Beaucoup d'humour. Peter, merci d'être passé ici dans les studios de RCF pour cette interview de la vie d'artiste. On va se quitter avec encore un morceau de cette EP, Super Comédie, et le titre Super Comédie. Peut-être quelques mots sur ce titre-là? Oui, en fait, le Super Comédie, c'était un peu un hommage à la vie en tant qu'œuvre, à la vie en tant que récit divisé en plusieurs actes. C'est un titre qui, je trouvais ça joli. Je cherchais un mot pour un titre à ma vie ou à la vie de tout le monde. Chacun le vit à son échelle. De vivre, c'est une sacrée histoire que chacun a de son côté. Quand on regarde, par exemple, on est 4 personnes dans cette pièce, c'est de savoir que chacun a un récit et qu'il peut se voir. Je parlais justement de protagoniste et tout. On est tous le protagoniste d'une histoire. Qui se termine un jour et ça parle un peu de ça, ce truc-là, parce que je trouve ça magnifique que quand on voit la vie en tant qu'œuvre, c'est difficile de s'en passer et en fait c'est une chanson qui parle de cette gratitude-là en la vie, mais qui dit aussi d'avoir peur un jour d'être évincé, de dire que l'histoire est finie en fait. La chanson parle de ça. Merci beaucoup. Merci. Sentir des îles sous mes pieds et sous mes mains.